est-ce que nous tous nous sommes d'accord sur le fait que, partant de la définition que vous avez très bien donnée, tout le monde se retrouve, directement ou indirectement? Chacun de nous a déjà échoué au moins une fois ou plusieurs fois. Si on part du principe que échouer, c'est lorsqu'on se fixe un objectif à atteindre et on ne réussit pas à atteindre l'objectif. Maintenant, il y a une autre définition ou alors une autre dimension de l'échec qui part du principe selon lequel on aurait dû faire quelque chose, mais on ne l'a pas fait quand il le fallait. Et là, la définition de cet échec s'assimile un peu à un regret. J'aurais dû faire telle chose à telle période. Maintenant, je ne peux plus le faire parce que les conditions ne sont plus réunies. Je vais prendre un exemple qui est très simple. Il y a une opportunité qui se présente à vous maintenant. Et vous vous dites, ce n'est pas pertinent. Il y a par exemple la possibilité de faire quelque chose maintenant, de diversifier votre secteur d'activité. Vous vous dites, non, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je fais actuellement, ça me plaît. Et puis 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, vous vous rendez compte que c'est ça qu'il fallait faire, mais ce n'est plus possible de le faire actuellement parce qu'il est trop tard. Ça aussi, c'est un échec. Donc l'échec, c'est aussi parfois lorsqu'on se retrouve dans une situation dans laquelle on se rend compte qu'on aurait dû faire quelque chose à une certaine période, mais quelques temps après ou quelques années après, lorsque ce n'est plus possible de la même façon, on se rend compte qu'on s'est trompé et qu'on n'a pas pris la bonne décision au bon moment. Ou alors qu'on a pris une décision, mais qui n'était pas celle qui était l'idéal. Ou alors on n'a rien fait, alors qu'il fallait faire quelque chose. C'est un échec. C'est pour ça que j'aime souvent dire quelque chose qui paraît paradoxal, et je vais tout continuer de le dire. Il faut draguer, homme comme femme. Il faut. Si tu as un objectif que tu vas atteindre, par exemple, Léla peut être là et puis le magicien, c'est son crush. C'est possible. Hein? Mais elle se dit que non, je suis quand même une femme. Une femme ne drague pas les hommes. N'est-ce pas? Oui. Alors que le magicien, lui aussi, il est là, il attend que Léla vienne. Il se dit que ouais, si elle pouvait me faire un clin d'œil. Lui, il reste calme, elle reste calme, et puis ça finit. Et puis rien ne se passe. Et puis 3 ans plus tard, elle tombe dans la main de quelqu'un d'autre qui était courageux, mais qui en fait n'est pas celui qu'il fallait. Ça devient des violences conjugales, ce que je ne souhaite pas bien évidemment. Ça veut dire que dans ce cas de figure, c'est un échec. Parce qu'au moment donné, on n'a pas posé l'action qu'il fallait. On n'a pas eu le geste qui convenait à l'objectif qu'on s'est fixé à l'intérieur, de manière intrinsèque. Parce que l'objectif n'est pas seulement celui qu'on écrit sur un papier ou sur un format. De manière intrinsèque, dans notre fond intérieur, on peut se fixer un objectif, mais au quotidien, on ne pose pas les actions qui mènent à cet objectif-là. Ça veut dire que le résultat qui en découle, c'est aussi un échec, qui peut maintenant, dans ce cas de figure, s'assimiler à un regret. Parce que parfois, on se dit, je suis un entrepreneur, je veux avoir 10 nouveaux clients. Je suis un salarié, je voudrais avoir de belles performances pour avoir une prime à la fin de l'année. J'ai fini mes études, je voudrais entrer au barreau. Mais depuis 6 ans, on ne lance pas le concours. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes là, tu attends que ça fasse 10 ans, 15 ans, 20 ans? Ou alors tu prends une décision maintenant pour atteindre cet objectif autrement. C'est à toi de décider. Ce n'est pas au barreau de décider. Parce que le barreau, ce n'est pas toi qui commandes le barreau. Le barreau est libre de ne pas lancer d'ouverture, même dans 20 ans encore. Ça ne dépend ni de toi, ni de ton bien vouloir, ni de ta famille, ni de ton argent. Par contre, il y a d'autres moyens d'atteindre cet objectif autrement. Moi, j'ai par exemple une amie qui était dans le même problème depuis 3 ans et qui actuellement est au Rwanda. Elle va bientôt terminer et elle va revenir avocat. Et quand elle va revenir, elle va essayer de s'inscrire au barreau. Moi, j'ai d'autres qui l'ont fait au Nigeria et qui sont rentrés et qui se sont inscrits parce qu'ayant attendu trop longtemps. Ça veut dire que vous n'avez pas de raison d'attendre. Parce que attendre veut dire que vous vous êtes fixé l'objectif et vous attendez que la providence se produise pour que l'objectif soit atteint. Et si après 10 ans, ce n'est plus possible, ce sera un échec dont vous êtes le principal auteur, puisque vous n'avez pas posé l'action qu'il fallait au moment où il fallait.
Peut-être 10 ans après, vous n'avez plus la niaque qu'il faut, vous n'avez plus la motivation qu'il faut. Voilà par exemple un étudiant en physique qui peut très rapidement, quantième année, qui peut très rapidement évaluer ses 3 premières années et voir si c'est pertinent de continuer en physique. Est-ce que les 3 premières années que j'ai déjà fait en physique là, est-ce que l'avenir est radieux? Est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour que j'atteigne mes objectifs intrinsèques et extrinsèques avec mes études en physique dans 2 ans encore ou dans 5 ans? S'il ne fait pas cette analyse et il continue seulement de faire la physique pendant encore 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, et c'est 7 ans après qu'il se rend compte que la physique ne lui sert à rien, c'est un échec dont il est le principal responsable. Puisque à tout moment, il aurait pu changer la trajectoire de son destin. La trajectoire, c'est l'ensemble des positions qu'occupe un objet par rapport à une distance ou par rapport à un objectif qu'on s'est fixé. Et tu peux modifier ta trajectoire. Tu peux décider d'arrêter la physique aujourd'hui et de changer de filière. Tu peux décider d'aller faire une formation courte qui va te donner une aptitude pratique dans un délai court et commencer à travailler. Tu peux décider d'avoir, comme mon ami Valère aime le dire, un pied à l'école et un pied dans le business. J'ai envie de dire, c'est toi qui décides. Ce n'est pas quelqu'un. Et si tu décides de ne rien faire, ça veut dire que tu as fait le choix de ne rien faire. Ça veut dire que parmi les choix disponibles, tu as coché ne rien faire. Et quand tu coches ne rien faire, tu es responsable du fait de ne rien faire lorsque tu ne vas pas atteindre ton objectif. Et là encore, c'est un échec. Donc l'échec, ce n'est pas seulement le fait que vous vous fixez consciemment un objectif et puis vous ne réussissez pas à l'atteindre malgré avoir fait beaucoup d'efforts. Mais l'échec, c'est aussi le fait qu'à l'intérieur de vous, vous avez un objectif qui peut être inconscient, qui peut être subconscient. Et au quotidien, vous n'êtes pas en train de mener les actions qui vous conduisent à cet objectif. Je suis certain ici que personne ne veut rester pauvre toute sa vie. Au fond de nous, chacun veut gagner beaucoup d'argent. Chacun veut se marier comme Abougou Beninganeswa. Au moins, chacun voudrait que le pays s'arrête pendant 24 heures et qu'on parle de la réalisation que tu as eu à faire. Même si ce n'est pas le mariage. Ça peut être autre chose, ça peut être ton projet. Ça te plairait bien que pendant 24 heures, le pays s'arrête pour qu'on parle de ton projet. On dise que tu as réalisé quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, que tu étais le meilleur à l'école, que tu as réalisé des performances qui fassent en sorte que l'Afrique soit fière de ce que tu es. Tout le monde voudrait que quelque chose comme ça se produise au moins par rapport à une compétence qu'il a, par rapport à un travail qu'il est en train de faire au quotidien. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que ça arrive? Est-ce qu'au quotidien, les actions que vous posez vous permettent de pouvoir atteindre cet objectif? Parce que dans 10 ans, vous n'auriez plus la même possibilité de le faire. Dans 10 ans, vous n'aurez plus la même force physique. Dans 10 ans, vous n'aurez plus les mêmes capacités intellectuelles. Dans 10 ans, l'environnement est dynamique, il change, il évolue. Il y a de nouvelles technologies. Peut-être vous serez dépassé par les événements dans 10 ans. Et quand vous allez vouloir poser les actions qu'il fallait poser 10 ans avant, peut-être ce sera tard. Et ce sera un échec qui va un peu se matérialiser comme des regrets. Moi, j'ai travaillé dans des hôpitaux où vous êtes dans un service, vous êtes en train de suivre des patients dont tout le monde sait qu'ils vont mourir. Eux-mêmes aussi, ils le savent. Ça veut dire, vous venez à l'hôpital chaque jour, vous avez des patients. Ils savent qu'ils vont mourir. Tout le monde sait qu'ils vont mourir. On attend juste le bon moment. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ces cas de figure, parfois, c'est douloureux, mais ça permet d'apprendre aussi beaucoup. C'est douloureux, mais ça fait apprendre. Ça veut dire, moi, ça m'arrivait d'aller à l'hôpital, je m'habille, je m'en vais en salle, peut-être en médecine interne. J'ai un patient qui a un cancer en phase terminale, on sait qu'il va mourir. Mais on ne peut pas précipiter sa mort parce que de toutes les manières, ce n'est pas nous qui devons le précipiter, il faut qu'il meure normalement. On va toujours faire les soins qu'il faut au quotidien. La plupart des fois, ce sont des soins qui sont juste symptomatiques. Et on essaye de faire en sorte qu'il meure dignement. Et il sait qu'il va mourir. Tout le monde sait qu'il va mourir. Ce qui fait que parfois, quand on fait la ronde, quand on arrive, on va faire peut-être la ronde, vous êtes peut-être les patients. On vient chez lui, le médecin dit « Ok, comment est-ce qu'il a dormi ?» On explique, les étudiants en médecine présentent son cas, on essaye d'évaluer, on vient, on l'examine, après on dit « Ok, pour lui, voici ce qu'on va faire, modifier son traitement, faites tel examen. » On arrive chez elle, on fait la même chose. On arrive chez lui, on fait la même chose. Lui, peut-être c'est lui. On dit seulement « Continue le traitement. » On ne dit rien, on ne s'arrête pas. Donc dès qu'on arrive chez lui, on dit « Bon, pour lui, même traitement. » L'étudiant écrit seulement « Même traitement. » Parce que ça ne sert à rien de s'asseoir encore, de dire qu'il a dormi comment, machin. Puisqu'il va mourir. Ça ne sert à rien.
D'autres disent que, bon, docteur, ce qu'on va faire, c'est que comme on est à l'hôpital, on dépense beaucoup d'argent, c'est mieux qu'on sorte. Et puis, il meurt à la maison. Au moins, l'argent qu'on dépense là, ça peut aider pour le deuil, les funérailles, et puis ses petits frères ou sa famille. Oui, plusieurs le font. On le fait sortir de l'hôpital. Et il meurt à la maison. Il y a des patients qui arrivent à l'hôpital dans des cas tellement graves, au point où on sait qu'ils vont mourir. Pas parfois parce qu'on n'a pas la compétence pour les prendre en charge, mais parfois parce qu'il n'y a pas le plateau technique sur place pour les prendre en charge. Ou parfois parce qu'on sait que le temps que ça va mettre pour qu'ils retrouvent un hôpital où il y a le plateau technique, ils ne vont pas vivre. C'est pour ça que j'aime souvent dire, il faut vous battre pour rester en bonne santé. Il y a des maladies ou alors des pathologies que si actuellement vous avez ça, vous allez mourir. Ce n'est pas parce que la médecine ne sait pas comment prendre cela en charge, mais parce que dans notre environnement, il n'y a pas suffisamment de plateau technique pour prendre en charge cela urgemment. J'ai envie de prendre un exemple. Si vous êtes victime actuellement d'un accident vasculaire cérébral, ce qu'on appelle l'AVC, mais il y a plusieurs types. Il y a un qui est ischémique parce que voilà, il y a une obstruction par exemple d'un vaisseau et ça fait en sorte que le sang qui devait passer dans les artères ou dans les veines est bloqué, ce qui fait qu'en aval, il n'y a plus de sang et puis ça commence à détruire les tissus, les cellules, etc. Et ça donne un AVC, ce qu'on appelle ischémique, parce qu'il y a eu une ischémie. Il y a l'autre où le vaisseau peut se rompre. Ça peut être un anévrisme que vous avez, ça veut dire qu'il y a une dilatation anormale d'un vaisseau, et puis ça éclate. Et quand ça éclate, il y a une hémorragie dans votre cerveau. Si vous avez ça maintenant, ce que je ne vous souhaite pas bien évidemment, la probabilité de mourir est de 99%. Pas parce que les médecins ne savent pas prendre ça en charge, hein, non. Mais, comment vous allez d'abord faire pour quitter d'ici pour vous retrouver à l'hôpital? 2, vous allez aller dans quel hôpital? Parce que la plupart des fois, on va dans l'hôpital le plus proche. Parce que si vous avez ça actuellement, vous tombez, on vous porte, on vous amène à l'hôpital d'en face, eux, ils ne peuvent rien faire pour vous. Ils ne peuvent pas vous soigner. Pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, parce qu'ils n'ont pas le plateau technique pour vous prendre en charge. Donc, quand vous allez arriver là-bas, on va dire achetez le carnet, faites ceci. Pendant que vous êtes en train d'acheter le carnet, l'hémorragie ne fait que continuer, ne fait que continuer. Dès que le médecin qui vous voit se rend compte que c'est une hémorragie, ne peut rien, il vous dit courez à l'hôpital central, courez à l'hôpital général. Vous entrez dans le taxi, embouteillage. Vous êtes dans l'embouteillage, l'hémorragie ne fait que continuer. Et chaque seconde qui passe, ce sont des cellules qui se détruisent, ce sont des tissus qui se détruisent, ce sont des organes qui se détruisent. Et parfois, même si on réussit à vous soigner, vous allez rester avec des tares à vie. Parfois, vous allez être paralysé d'un bras, paralysé des 2 bras, paralysé des 4 membres, ce qu'on appelle la paraplégie, ou alors la tétraplégie, pardon, pour les 4 membres. Paraplégie, c'est pour les 2. Et ce sera terminé. Peut-être vous allez vivre comme ça à vie. Vous savez que l'idéal, c'est de prévenir, au lieu d'attendre que ça arrive. Au lieu d'attendre que ça arrive. C'est la raison pour laquelle j'aime souvent dire, il faut être proactif et non réactif. C'est qu'il faut intervenir avant. Il faut poser des actions qui fassent en sorte que vous puissiez anticiper sur ce qui peut arriver. Donc, au lieu de dire, moi, je n'ai jamais eu d'échec, il faut plutôt dire, comment surmonter un échec. Parce que quand tu dis que je n'ai jamais eu d'échec, ça veut dire que tu es en train d'attendre que l'échec arrive et que tu réfléchis sur comment faire quand il y aura l'échec, ce qui peut être fatal, comme l'AVC hémorragique que j'ai pris tout à l'heure. La question qu'il faut se poser, c'est, étant donné que je n'ai pas encore eu d'échec, selon ton entendement, qu'est-ce qu'il faut faire avant que l'échec n'arrive? Il faut que je travaille sur comment faire pour surmonter l'échec. Je ne dois pas attendre que l'échec arrive pour savoir comment je me comporte pendant l'échec. Parce que l'échec peut être un échec fatal qui fait en sorte que tu meurs définitivement ou que ton business s'arrête définitivement, si c'est un business dont il s'agit. Moi, j'aime souvent prendre l'exemple avec les examens. Il y a des élèves qui font un examen, certains ne réussissent pas, ils sont fiers, ils disent que bon, de toutes les façons, ce n'est pas comme si j'ai fait quelque chose de particulier pour passer. Ils savaient qu'ils devaient échouer. Mais il y a d'autres qui vont pleurer pendant 1 mois. On n'a pas le même comportement vis-à-vis de l'échec. Parce que ce n'est pas tout le monde qui se préparait à échouer ou à réussir. Il y a des personnes pour qui la perspective d'échouer n'existe pas. Un peu comme ce que le magicien a dit tout à l'heure, que échouer, ça n'existe pas. Moi, je vais réussir. Moi, je suis compétent. Moi, je suis performant. Il n'y a aucune raison que je ne réussisse pas.
C'est-à-dire que pour moi, l'échec ne fait pas partie des options. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux de faire en sorte que dans un QCM, échec, vous enlevez ça des choix. Et vous mettez seulement réussite, 800 000, 2 milliards, 7 milliards. Et il n'y a pas la case échec. C'est dangereux, pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire un déni de la réalité. Vous êtes en train de vous comporter comme si la réalité ne vous concerne pas. Comme si la société ne vous concerne pas. Comme si vous étiez seul dans un écosystème où vous êtes le seul et il n'y a personne après vous, il n'y a personne autour de vous. L'échec fait partie de notre vie. Même Jésus a échoué. Avec son Père et le Saint-Esprit, les trois, ils ont échoué. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois, ils ont échoué. Pourquoi est-ce que je dis qu'ils ont échoué? Ils ont échoué parce que l'objectif qu'ils se sont fixés n'est pas atteint. La preuve, c'est que nous qui sommes ici, nous tous, nous, on ne croit pas en Jésus. Elle ne croit pas en Jésus. Je n'ai pas besoin de lui poser à quelqu'un. Elle croit en quelqu'un d'autre, pas Jésus. Alors, ça veut donc dire que lui ne croit pas en Jésus. Ça veut dire que Jésus n'a pas réussi à faire en sorte que tout le monde soit avec lui. Donc Jésus a échoué. Jésus a échoué. Le Père de Jésus a envoyé Jésus pour atteindre un objectif. Son Fils n'a pas réussi. Il est mort pour nous, mais ça va marcher. Ça veut donc dire que les deux ont échoué. Ils ont échoué deux. Et ils croyaient que le Saint-Esprit va continuer l'aventure. Le Saint-Esprit a give up. Le Saint-Esprit a dit que ça ne marche pas. Ces gars ne peuvent pas nous suivre. On peut seulement parler une partie. On ne peut pas continuer avec tous. Si Dieu a échoué, son Fils Jésus a échoué, le Saint-Esprit a échoué, la Sainte Trinité a échoué, Allah a échoué. Puisque tout le monde ici ne croit pas à Allah. Ça veut dire qu'il y a certains pour qui Allah n'existe pas. Allah, c'est un toto, c'est un tintin. Ça veut dire que Allah n'a pas réussi. Est-ce qu'on comprend? Si Allah ne réussit pas, Jésus ne réussit pas, Dieu ne réussit pas, le Saint-Esprit ne réussit pas, ça veut dire que tout le monde peut être victime de l'échec. Puisque jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2000 ans après, Jésus se bat pour réussir, ça ne marche pas. Les gens diminuent plutôt. Les gens qui le suivaient avant font en train de diminuer. Et il se bat partout. Il achète des chaînes de télé. Il investit dans les églises. On essaie d'ouvrir partout. Parce qu'il faut s'étendre. Les gens disent que non, nous on n'est plus dans ça, nous on a pour nous. Ils disent que mais vous avez pour vous comment? C'est nous Dieu, vous avez pour vous comment? On dit que non, on a pour nous. Ça veut dire que Jésus n'est pas en train de réussir 2000 ans après. C'est pour ça qu'il ne revient pas, parce qu'il ne sait pas quoi faire. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tant qu'on ne prend pas en considération ces éléments, ces indicateurs, nous sommes en danger. Parce qu'on est en train de faire comme si la réussite et l'échec, c'est pour les autres. Et que nous, c'est seulement la réussite. Les autres, eux, ils échouent. C'est pour ça que j'aime souvent dire, il y a des endroits dans lesquels il faut absolument aller. Il y a la prison. Il faut absolument aller en prison, même pour visiter les gens. Moi, je me rappelle, à un moment donné, je partais en prison chaque mois. Pendant pratiquement 1 an. Chaque mois, je partais en prison. Soit rendre visite à un ami, soit juste causer avec des gars. Par exemple, Koningima, c'est magnifique, c'est une prison géniale. Quand vous arrivez là, les gars sont en train de jouer au foot, sont en train de taper les divers. Il y a des intellectuels, il y a des gens chez qui vous pouvez avoir des informations en donnant très peu d'argent. Bref, je veux dire, c'est un univers magnifique. Et ça vous permet de vous préparer au cas où. Il faut vous préparer parce que, attends, vous pensez que tous ceux qui sont en Koningui sont des malfrats? Non. Vous pensez vraiment? Non. Vous pensez que tous ceux qui sont en Ubel depuis 10 ans, ils sont forcément coupables? Pas nécessairement. Moi, je connais des gens qui sont en prison et qui fondamentalement n'ont rien fait. Fondamentalement, ils sont là pour rien. Mais ils sont là depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 7 ans. Et chaque fois que quelqu'un vient, il leur raconte leur histoire. Que vraiment, moi, voilà, il y a ma 7e année, voilà ma 8e année, voilà ma 9e année. On ne m'a pas encore jugé. Je ne suis pas encore allé au tribunal pour causer avec quelqu'un, pour au moins expliquer mon problème. Donc, on m'a d'abord gardé là en attendant. Depuis 7 ans, depuis 9 ans. Quand vous suivez ça, et vous suivez son histoire, vous voyez que vous n'êtes pas totalement différent de lui. Et qu'à tout moment, vous pouvez être couché chez vous. Et puis votre histoire commence. Votre histoire. Moi, la première fois que j'ai dormi en cellule, j'étais couché chez moi à 21h.
Et à 23h, j'étais en train de dormir en cellule. J'étais en train de dormir en cellule. Et tu es couché chez toi, les gens viennent. Ils disent que tu dors quoi? Tapons les divers. Vous tapez les divers. Après, on écrit un message qu'on est en train d'agresser un de nos amis. On dit que non, on doit aller le sauver. Tu te lèves aussi, tu pars avec eux pour le sauver. Vous prenez les cailloux en route et les papins. Vous arrivez, vous voyez la police. On arrive chez lui avec la police en disant à la police que on est en train d'agresser un ami à l'eau ensemble. Dès qu'on arrive là-bas, il n'y a rien. Et les policiers nous voient avec les papins en main. Ils disent que, en fait, c'est vous. En fait, c'est vous qui agressez les gens chaque soir. En fait, c'est vous qui faites les fausses alertes. Et chaque soir, on sort, il n'y a rien. Allons au poste. Et c'est comme ça que je dors en cellule la première fois. Je dors en cellule. Donc, je suis quitté de chez moi et 2 heures de temps après, j'étais en train de dormir debout en cellule. Debout, tu vas te coucher. On se couche en cellule. La cellule est plus petite que la salle-ci. C'est totalement noir. Il n'y a pas de lumière. Il y a une petite, je veux dire, on n'appelle pas ça la fenêtre. C'est comme un carré qui est au mur. Et c'est la nuit. Tu ne vois pas les gens à l'intérieur. Tu entres, tu ne sais pas qui est là. Mais c'est plein de gens. Il y a des gens qui fument. Tu bouscules quelqu'un, il te donne un coup. Mais tu es fou. Tu entres, tu bouscules les gens. En fait, c'est terrible. Est-ce que j'étais fautif? Moi, j'étais couché, il dormait. Jésus aurait pu me sauver. Il aurait pu dire, n'y va pas. Mais il n'a pas réussi. Ça veut dire qu'il n'a pas pu me protéger à ce moment donné. C'est pour ça qu'à un moment, il dit que, monsieur, comment il peut laisser un innocent dormir en cellule? Pourquoi? S'il te plaît, est-ce que tu peux mettre la clé? Pourquoi tu peux laisser un innocent dormir en cellule? Moi, j'étais un innocent à cette époque. Et c'est arrivé plusieurs fois après. C'est-à-dire des cas de figure où tu es là couché chez toi, on te fait une convocation, quelques heures après, tu es à la PJ, et tu ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais tu ne contrôles plus rien. C'est pour ça que je dis souvent, il faut être en prison régulièrement pour rendre visite aux gens. Je ne dis pas qu'il faut faire les dons. Pour moi, je suis contre les dons. Il faut y aller pour comprendre ce qui se passe. Pour voir comment l'univers carcéral fonctionne. Un autre endroit, il faut être, c'est à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital pour voir comment il y a des gens qui meurent parce que n'ayant pas 5 000 francs, n'ayant pas 10 000 francs. Comment il y a des enfants qui meurent chaque soir pour rien.